Avant de passer à la première table ronde, Amélie Chariot va nous faire une présentation du baromètre de jeunesse de l'INJEP. Voilà, donc je l'invite à se présenter au pupitre. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, en ouverture de cette première table ronde consacrée à l'information au temps de la désinformation, je vous propose de partager quelques résultats marquants sur la manière dont les jeunes s'informent aujourd'hui sur les actualités. Alors, les résultats que je vais vous présenter, ils sont issus de l'édition 2024 du baromètre GEBA sur la jeunesse. Il s'agit d'une enquête statistique annuelle portée depuis maintenant 10 ans par l'INJEP et réalisée en partenariat avec le CREDOC. Alors, au printemps 2024, ce sont donc 4500 jeunes âgés de 15 à 30 ans qui ont été questionnés sur leurs pratiques informationnelles. L'objectif était de mieux comprendre comment cette génération se tient au courant des actualités dans un environnement médiatique qui se déploie désormais en ligne et hors ligne. Combien de jeunes suivent régulièrement les actualités? Pourquoi s'informent-ils? Quels sont leurs sujets de prédilection? Et par quels canaux passent-ils pour s'informer? Alors, les résultats obtenus révèlent que 4 jeunes sur 10 âgés de 15 à 30 ans se sont tenus informés tous les jours des actualités au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête. La curiosité, le souhait d'apprendre des choses et de comprendre le monde qui les entoure est la première motivation des 15-30 ans pour suivre les actualités. Donc, ce motif a été cité par 64% des jeunes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, cependant, le suivi quotidien des actualités y varie selon plusieurs facteurs que nous allons détailler. Donc, en effet, tous les jeunes ne s'informent pas avec la même régularité. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces différences: l'âge, le sexe, le niveau de diplôme et le contexte familial dans lequel les jeunes ont grandi. Alors, nous avons en effet constaté que l'importance accordée aux actualités durant l'enfance et l'adolescence au sein de la famille ou du foyer influence durablement et nettement les pratiques informationnelles des 15-30 ans. En d'autres termes, les jeunes ayant grandi dans des familles où les actualités avaient une très grande importance sont bien plus nombreux à suivre les informations quotidiennement par rapport aux jeunes ayant grandi dans des familles où les actualités n'avaient pas du tout d'importance. Alors, plus précisément, dans les familles où les actualités occupaient une place centrale, on a 6 jeunes sur 10 qui s'informent quotidiennement. Et à l'inverse, dans les familles où les actualités n'occupaient pas une place centrale, ils ne sont plus que 2 jeunes sur 10 à suivre quotidiennement les actualités. Ensuite, la fréquence de consultation, elle progresse sensiblement avec l'âge. Les jeunes adultes qui sont âgés de 25-30 ans s'informent plus régulièrement que les adolescentes et les adolescents âgés de 15 à 17 ans. On observe également des différences selon le sexe. Les jeunes hommes s'informent un peu plus souvent que les femmes. Cet écart, il pourrait s'expliquer en partie par une définition différente de l'actualité entre hommes et femmes, par des niveaux d'intérêt distincts selon les sujets ou encore par une répartition inégale du temps libre, y compris aux âges les plus jeunes. Le niveau de diplôme, il joue aussi un rôle notable. Les jeunes adultes diplômés de l'enseignement supérieur sont plus nombreux à suivre les actualités quotidiennement que ceux ayant obtenu un diplôme inférieur ou égal au baccalauréat. Alors, ce lien entre diplôme et actualité pourrait résulter en partie des habitudes acquises pendant les études supérieures, certaines formations exigeant une consultation plus ou moins assidue des médias. Cette relation entre diplôme et information pourrait aussi être le fait de la socialisation aux actualités, les plus diplômés étant plus souvent issus de familles où les actualités occupaient une place importante. Il est en outre intéressant de remarquer la grande diversité des thèmes d'actualité suivis par les 15-30 ans. Le sport, la politique, en passant par l'environnement, la santé, l'économie, les questions de société, la culture et les arts, la mode et la beauté, ou encore les voyages et la gastronomie. Donc, en d'autres termes, leurs centres d'intérêt sont éclectiques.
Toutefois, certains thèmes sont plus prisés que d'autres. Alors, parmi les 14 thèmes proposés, le sport et les faits divers arrivent en tête, suivis par la politique nationale, l'environnement et le climat, et la politique internationale. Autre constat marquant, les centres d'intérêt des 15-30 ans diffèrent selon le sexe. À titre d'exemple, l'information sportive suscite davantage d'intérêt chez les jeunes hommes, tandis que les femmes s'intéressent bien plus fréquemment aux sujets relatifs à la santé ou au bien-être. Par ailleurs, le fait d'avoir eu des parents qui suivaient les actualités semble aussi favoriser l'intérêt pour des thèmes traditionnels, c'est-à-dire relatifs à la politique nationale, à l'économie ou encore à l'environnement. L'intérêt pour ces thèmes, il est également plus marqué chez les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ou occupant un emploi qualifié comme les cadres ou les professions intellectuelles supérieures. L'analyse des canaux d'information révèle que les réseaux sociaux et les sites de partage vidéo constituent la principale source d'information pour la moitié des 15-30 ans. Toutefois, suivre les actualités via les réseaux sociaux n'exclut pas le recours à d'autres sources. C'est d'ailleurs en confrontant ce que disent plusieurs médias que 4 jeunes sur 10 parviennent à se forger une opinion sur un sujet qui fait débat dans la société. La télévision continue ainsi d'occuper une place importante dans les pratiques informationnelles des jeunes. Vous pouvez voir à l'écran que 37% des 15-30 ans mentionnent les journaux télévisés pour s'informer, 26% les chaînes d'information en continu et 13% consultent d'autres émissions télévisées. Les moteurs de recherche, les portails d'actualité ainsi que les médias 100% vidéo font également partie des sources les plus mobilisées. Et enfin, je terminerai sur ce point, les échanges avec l'entourage permettent aux jeunes et notamment aux adolescentes et aux adolescents âgés de 15 à 17 ans de se tenir au courant des actualités. Près de 20% des jeunes déclarent s'informer sur les actualités par le bouche à oreille ou les discussions avec l'entourage. Donc en somme, ces résultats éclairent la diversité des pratiques informationnelles des jeunes et nous invitent à réfléchir à l'accompagnement de ces pratiques afin d'en réduire les inégalités. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur cette étude, je vous invite à consulter les 2 publications qui s'affichent sur l'écran et qui sont disponibles en téléchargement sur le site de l'INJEP. La première donc, est un rapport complet sur les pratiques informationnelles des jeunes en 2024 qui détaille les résultats. Et la seconde est une publication en 4 pages qui offre un panorama concis sur la manière dont les jeunes suivent les actualités. Voilà, il me reste à bien vous remercier. Je laisse la parole aux intervenantes et intervenants de cette première table ronde. Merci beaucoup. J'invite les intervenantes de notre première table ronde à prendre place sur scène avec moi. En écho à ce baromètre et pour entamer la réflexion autour du rapport des jeunes à la cité, cette première table ronde propose de s'interroger sur la question de l'information, celle que les jeunes vont chercher, celle qui leur parvient, mais aussi celle qu'ils fabriquent et qu'ils portent par des formes renouvelées de mobilisation, en particulier à travers les espaces numériques. Avec nos 4 interlocuteurs, Stéphanie Wojcik, maîtresse de conférences en sciences de l'information, Laurent Chaumel, chercheur en sciences de l'information, Kenza Okansé, coprésident de l'ONG A Voter, et Céline Bory, membre du collectif La Friche. Nos échanges viseront à aborder les fragilités démocratiques actuelles tout en mettant en lumière les dynamiques de renouvellement portées par les nouvelles générations. Je commence par me tourner vers vous, Stéphanie Wojcik. Je vous laisse ouvrir votre document pour ouvrir ce tour de table. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de communication à l'université Paris-Est Créteil. Vos travaux sont centrés sur l'étude des plateformes numériques. Vous travaillez notamment sur la citoyenneté et la participation numérique, les formes de militantisme politique en ligne, les discussions politiques sur les réseaux sociaux notamment et leur influence sur la démocratie. Peut-être d'abord commencer par quelques questions sur
une question sur les éléments de contexte. Il y a eu des évolutions majeures dans la manière de s'informer et de donner son avis depuis une vingtaine d'années avec l'essor des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces transformations un peu brièvement, sur ce qui a pu changer? Merci. Je vais essayer de faire brièvement. Donc, d'abord sur les évolutions du paysage informationnel, j'ai noté pour cette présentation ce matin quatre évolutions qui me paraissent devoir être signalées. Donc, certaines vont paraître assez évidentes au public. Bon, d'abord, la première transformation, c'est la quantité, c'est le volume d'informations qui est désormais disponible en ligne, que ce soit sur les plateformes de réseaux sociaux ou sur les sites web, avec les acteurs traditionnels de l'information qui aussi dupliquent ces informations sur le web. Donc, volume d'informations qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu les 30 dernières années. La diversification des sources d'informations avec la production de ce qu'on appelle les non-professionnels du journalisme, avec lesquels les journalistes traditionnels sont désormais en concurrence. Et corrélativement, la difficulté à distinguer ce qu'est une information de ce qu'est une opinion, par ailleurs. Mais j'imagine qu'on y reviendra. La deuxième évolution, c'est la question de l'accessibilité de l'information avec l'apparition de ce que l'on peut appeler des nouveaux médiateurs. Et quand je dis les nouveaux médiateurs, c'est que j'ai en tête l'ancien modèle de l'espace public structuré par les médias de masse. Donc, quand je dis médias de masse, c'est radio, presse, télévision, c'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à il y a 25 ans, l'espace public est structuré par ce qu'on appelle les gatekeepers, les gardiens de porte, les journalistes, les rédacteurs professionnels qui décident de ce qui doit être porté à l'attention du public, ce qui doit être porté à l'attention ou ce qui ne mérite pas l'attention du public. Aujourd'hui, ces médiateurs ont un petit peu évolué, ils existent toujours, mais lorsqu'on s'informe en ligne, ce ne sont plus spécialement des journalistes qui décident de ce qui doit être vu et ce qui mérite ultérieurement d'être discuté. Ce sont des acteurs non humains qui sont les algorithmes. C'est-à-dire quand vous vous informez sur votre page Facebook, je dis page Facebook parce qu'ici, il n'y a pas que des jeunes entre 15 et 30 ans. Donc, je garde Facebook comme exemple. Vous avez une hiérarchisation des informations qui est déterminée par des choix algorithmiques. Et évidemment, on en parlera plus tard, les algorithmes fonctionnent en fonction d'un certain nombre de critères qui sont notamment, et ça a énormément changé la question de l'information, qui sont parmi les critères donc la popularité. Donc ça, c'est... il y a les algorithmes, et puis il y a d'autres médiateurs qui apparaissent, et je suis étonnée que l'enquête n'en ait pas du tout parlé, qui a été présentée, qui sont de nouvelles personnalités qui permettent de médiater l'information. Et quand je dis des nouvelles personnalités, je pense tout simplement aux influenceurs. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, l'enquête qui a été présentée là, moi j'en ai d'autres enquêtes, notamment avec le Crédoc, une enquête du Crédoc qui date de 2023 et qui montre que 24% des 15-30 ans s'informent avec les influenceurs. Donc un poids, des personnalités qui n'ont pas de légitimité ni démocratique ni autre que la connaissance qu'ils auraient potentiellement de sujet, et parfois pas de connaissance du tout d'ailleurs, mais ils ont une popularité qui fait que lorsqu'ils s'expriment, ils sont entendus. Troisième évolution, c'est la difficulté croissante à se repérer dans la masse d'informations qui est disponible et à s'assurer de la véracité ou de la crédibilité d'une information, parce que, on l'expérimente tous les jours, l'information d'actualité côtoie le divertissement. Quand on scrolle, on croise aussi bien des informations dramatiques que d'informations sur la dernière série sortie sur Netflix. Et en même temps, je dois le dire, et là j'introduis un petit peu la question des jeunes, c'est qu'on parlera beaucoup sans doute de désinformation, et le titre de cette table ronde, elle est sur la désinformation, mais il y a un certain nombre d'enquêtes, et je pense à une enquête de mon collègue qui est lillois d'ailleurs, qui s'appelle Julien Boyadjian, dans son livre Jeunesse connectée, qui montre que les jeunes, en tout cas les jeunes qu'il a étudiés, qui sont plutôt des jeunes étudiants, mais de tout niveau, sont en réalité assez peu sensibles aux sites de désinformation. Quand je dis les sites de désinformation, c'est les sites identifiés tels quels, c'est-à-dire par exemple Russia Today. Voilà. Et puis la dernière évolution, je l'ai dit, c'est le déclin de certains formats, quand même, notamment les formats de la presse écrite,
et l'attraction, enfin avec le développement quand même pour la presse écrite lorsqu'elle est en ligne de sites ou de rubriques de fact-checking, et l'attraction des jeunes pour certains formats d'information tels que par exemple les formats de vidéos courtes type Combini ou Brut, avec pour des jeunes qui ont été notamment étudiés par une autre de mes collègues qui s'appelle Anne Cordier, une attraction et une forme de résistance à l'égard de l'esthétique et du design des sites par exemple. Et quels sont les effets de toutes ces évolutions que vous pointez sur la participation citoyenne et plus généralement sur le rapport des jeunes citoyens aux élus, à la démocratie, au débat public ? Ça, c'est une question pas facile du tout. Alors, d'abord, sur l'expression, je pensais qu'on allait passer la parole à mes collègues sur la question des évolutions de l'information, mais pas du tout. Bon, d'abord, une évidence, tout le monde peut s'exprimer. Je crois que ça a été très, très bien dessiné ce matin par les conférences de Marion Carrel et de Patricia Loncle. Le web a démultiplié les possibilités d'expression. Mais démultiplier les possibilités d'expression, ça ne veut pas dire démultiplier les possibilités d'être entendu et d'avoir un rapport avec la décision. Donc le web ne change pas grand-chose, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, à une des pistes qu'a évoquée Marion Carrel, c'est-à-dire le lien entre la participation et la décision. Il reste quand même encore à construire. Et ce d'autant plus que s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais les réseaux sociaux, ce ne sont pas des espaces institutionnels. Ce sont des espaces que les institutions tentent d'investir avec des succès très mitigés. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge les jeunes, et quand je dis jeunes, je reste sur la tranche 15-30 ans, ils vont pas... Le jeune moyen ne va pas consulter forcément le site du Conseil économique, social et environnemental. Il devrait peut-être, mais il ne le fait pas véritablement. Donc voilà, s'il s'exprime, et ça a des effets quand même, il peut utiliser des plateformes telles que Instagram, Facebook dans une moindre mesure, et surtout Twitter avant son rachat par Elon Musk, parce qu'effectivement, ce qui a complètement explosé, c'est les capacités d'organisation, d'action collective et de mobilisation à l'échelle, je dirais pas planétaire, mais disons à l'échelle transnationale. Et on le voit bien avec tout ce qu'on a appelé comme étant le hashtag activisme, c'est-à-dire le fait de mettre en visibilité une cause. La cause peut être la lutte contre les violences policières, ça peut être la prise en compte du harcèlement, ça peut être la lutte contre les violences sexuelles, etc. Enfin, plein de causes qui, avec le hashtag sur Twitter avant le rachat par Elon Musk, effectivement, ont pu atteindre un certain degré de visibilité. Mais j'attire quand même l'attention sur le fait que être sur Twitter, ça ne suffit pas. Il faut quand même des relais dans le monde le monde qui n'est pas celui du web. J'attire aussi l'attention sur le fait qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, et certains sont très connus, mais d'autres sont moins connus, comme Discord, qui a pu être évoqué d'ailleurs dans vos papiers, dans Le Monde, qui a pu jouer un rôle aussi sur la mobilisation de la jeunesse au Népal ou au Maroc. Et puis, quelque chose qui peut passer sous les radars, peut-être que c'est évoqué dans l'enquête qui a été présentée, c'est le rôle des messageries privées, des choses telles que Telegram, Signal et surtout WhatsApp, qui a un rôle assez important en matière de coordination de l'action collective. Et est-ce que vous voyez des différences majeures entre les jeunes et les autres catégories d'âge, non seulement dans la manière de s'informer, mais peut-être surtout de participer en ligne, tout ce que vous citiez là, de l'utilisation de ces canaux, etc., l'utilisation des hashtags pour lancer des mouvements. Alors, c'est vrai que l'âge, c'est quand même un élément structurant dans l'usage des réseaux sociaux. Bon, il y a l'enquête qui a été évoquée, mais il y a aussi une enquête qui a été réalisée par Jérôme Pacouré, qui montre que 50% des moins de 25 ans utilisent au moins 6 réseaux plusieurs fois par semaine. 6 réseaux, ce qui est quand même assez considérable. Je ne vais pas tous les citer. Bon, d'abord, je crois qu'il y a quelque chose à avoir présent en tête, c'est ce qu'on met derrière le terme de participation. C'est-à-dire qu'encore une fois, la participation telle qu'elle a été définie par Marion Carrel, avec le partage de la souveraineté, c'est pas la participation, quand on s'exprime en ligne, on exprime une opinion. Et participer à des processus décisionnels, c'est autre chose. Or, on a assez peu l'occasion en ligne de participer à des processus décisionnels, hormis dans le cadre de consultations, par exemple menées par les ministères, qui sont sous-investis par les jeunes. Donc, ce qui est marquant dans la participation en ligne, c'est le poids des inégalités structurelles qui sont constatées depuis des décennies dans la recherche en sociologie ou en sciences politiques, et qui montrent que,
un jeune diplômé du supérieur, plutôt masculin, plutôt blanc, aura beaucoup plus de chances de prendre la parole en ligne dans des espaces où ça compte, où il a une chance d'être élu, qu'un jeune, effectivement, qui ne dispose pas, pour reprendre ce vocabulaire un peu, toujours d'actualité, qui ne dispose pas des capitaux sociaux attendus, c'est-à-dire le niveau de diplôme, le niveau socio-culturel et l'économie. Donc ça, je crois que c'est quand même un point assez important de souligner le poids des inégalités structurelles, parce que voilà, les réseaux sociaux ne sont pas des espaces homogènes de participation politique. Et même à niveau d'âge égal, un jeune qui est, allez, on va dire, puisque mes étudiants sont là, en master de communication politique et publique à l'université Paris-Créteil, ou qui est à la Paris 1 Sorbonne, ou qui est en BTS à Pau, n'aura pas les mêmes chances, malgré tout, d'investir les plateformes à des fins de participation politique, puisque dans la majorité des cas, la majorité des usagers reste assez peu active. Un autre aspect quand même, et ça je crois que c'est quelque chose auquel sont confrontés les jeunes, et on en a assez peu parlé. On en parle beaucoup quand il est question des réseaux sociaux, et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour cette raison qu'on a une loi qui passe en ce sens, c'est le degré de violence qui peut exister en ligne sur les plateformes. C'est-à-dire que dans les espaces institutionnels, les choses sont très policées, on prend la parole selon des formes un peu réglées, avec un tour de parole, etc. Sur les réseaux sociaux, je ne dirais pas que c'est la jungle, mais la prise de parole, elle est un petit peu moins codifiée. À l'origine, on imaginait que ça permettait de niveler les inégalités structurelles. En gros, tout le monde était plus ou moins anonyme et tout le monde pouvait prendre la parole sans que les marqueurs sociaux habituels constituent des entraves. Dans la réalité, les choses ne se passent pas évidemment comme ça, mais les personnes qui participent en ligne, et les jeunes en particulier, sont confrontés parfois à des opinions qui peuvent être tout à fait extrêmes, et c'est un des reproches que l'on fait à l'égard des réseaux sociaux, que ça accentuerait la polarisation du débat public, c'est-à-dire que l'on aurait des opinions de plus en plus extrêmes qui s'exprimeraient, et que quelque chose qui serait très difficile à produire en ligne, et pourtant qui serait attendu pour, on va dire, solidifier la démocratie, c'est le fait de pouvoir interconnecter des espaces qui sont déconnectés. C'est-à-dire qu'en ligne, on a des gens qui ont des mêmes avis, qui vont participer à des communautés ou des groupes Facebook ou des fils sur Telegram, qui vont partager des avis qui sont identiques. Et ces gens-là, c'est assez difficile de les faire confronter à des personnes qui ont d'autres avis et qui fréquentent des espaces numériques qui sont également clôturés. Donc la difficulté, pour les jeunes et pour les moins jeunes, c'est de parvenir à tisser des liens entre des communautés qui sont socialement structurées, des communautés numériques qui sont socialement structurées et qui sont disjointes, et que les algorithmes de recommandation contribuent à disjoindre de manière permanente. Donc la difficulté, c'est créer du commun. Alors qu'à l'origine, avec le développement d'Internet, je ne vais pas faire un retour sur l'histoire d'Internet, on avait l'idée que, oui, on avait là une espèce d'agora démocratique où chacun pouvait prendre la parole, etc., ce qui est pour partie vrai, mais tout le monde n'a pas la même chance d'être entendu, malgré tout, et deux, c'est bien de prendre la parole, mais enfin, si vous prenez la parole avec une idée qui est exactement la même que celle de votre voisin, ça va peut-être pas forcément faire avancer les choses, quoi. Laurent Chaumel, je me tourne vers vous. Vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication au laboratoire du CEMTI Paris 8 et l'APSIC Paris 13. Vos recherches explorent la manière dont la connaissance circule, s'approprie et se transforme dans les environnements numériques et comment cela peut soutenir les processus démocratiques. Vous vous intéressez notamment à l'impact des plateformes en ligne comme YouTube sur l'apprentissage et l'engagement citoyen dans la jeunesse. Stéphanie Wojcik nous faisait part de tous ces grands bouleversements que les technologies numériques ont apportés du côté des citoyens, dans leur façon de s'informer, de participer, dans cette polarisation aussi des idées et des bulles informationnelles. Mais vous soulignez aussi dans vos travaux qu'il est important de rappeler que le nouveau s'appuie toujours sur l'ancien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qui a été finalement conservé du siècle précédent et de cette ère pré-numérique ? Absolument, oui. Mais en fait, je vais commencer par explorer avec vous le cadre théorique qui anime mes travaux. Je trouve très intéressant la pensée d'Ulrich Beck, un philosophe allemand, qui parle de la société du risque comme
la modernité apporterait aujourd'hui finalement plus de risques que de bénéfices pour la société, de risques vraiment existentiels. On peut penser bien sûr au réchauffement climatique. Et ces trajectoires de vie vont du coup être beaucoup plus individualisées dans un contexte d'une incertitude très forte sur le futur. On parle de détraditionnalisation par rapport au parcours de ses parents et de ses grands-parents. On parle de désincrustation, c'est-à-dire qu'on est sorti de son lieu d'habitat d'origine. Et tout ça, en fait, il y a une perte de confiance, du coup, sur les institutions qui ne sont plus capables de protéger les individus. Les institutions, c'est les partis politiques, ce sont aussi les médias traditionnels. Et il y a une sorte de déplacement, presque une injonction à se sortir tout seul de ce marasme. Il y a une individualisation, du coup, des parcours de vie. Et dans ce contexte, eh bien, s'informer, c'est une condition minimale, je veux dire, pour comprendre le monde social dans lequel on se trouve. L'information n'est pas seulement un outil pratique, hein, elle va directement avoir un impact sur l'identité, en fait. Parce que les outils numériques ont considérablement accélérer le processus, et avec le smartphone qu'on a tous là dans la poche aujourd'hui. Et du coup, la vie, elle est on life, c'est-à-dire qu'elle n'est plus uniquement réelle, de face à face, elle est imbriquée, hybride, entre le numérique qu'on a dans la poche et les relations. Voilà, on peut discuter et avoir un bip dans la poche, prendre son téléphone, échanger. Donc voilà, il y a une circulation des rapports sociaux qui se font en réel et en distanciel. Et puis aussi, on en parle beaucoup ce matin, mais il y a eu une massification de l'enseignement supérieur, une massification finalement qui, 40% de la population a un diplôme d'enseignement supérieur, ça veut dire qu'il y en a 60% qui ne l'ont pas. Et du coup, il y a une césure qui se fait entre deux populations qui, et on le voit aux États-Unis, qui ne se comprennent plus, voire qui s'en veulent les uns les autres. Donc ça c'est effectivement un problème. Alors, les écrans, bien sûr, on vient de le voir, n'ont absolument pas corrigé ces écarts, bien au contraire. Et ce qu'on voit, c'est que la pratique de la lecture, par exemple, baisse considérablement. Alors, d'une manière à peu près égale pour toutes les populations, mais très accentuée sur les populations moins scolarisées, forcément. Et objectivement, il est plus facile de prendre son téléphone, de regarder une vidéo, que de se plonger dans un article un peu épais et complexe. Donc tout ça, ça a des effets forcément sur les effets cognitifs, c'est-à-dire la manière dont on a de s'enseigner. Alors, on ne va pas faire de catastrophisme, parce que depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années, les humains ont appris en regardant et en écoutant. On pourrait se dire une sorte d'audiovisuel sans technologie. La pratique de la lecture généralisée, ça date de très, très peu de temps, du 19e siècle. Donc on sent une sorte de retour finalement à une situation où l'écrit ne serait plus le mode principal au profit de la vidéo. Ce qui pose des enjeux importants, parce que la vidéo, elle peut donner l'impression qu'on comprend vite. Elle peut aussi nous mener dans une sorte de paresse, finalement, et que pour que la vidéo soit vraiment efficace, il faut qu'elle soit encadrée. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de ce festival extraordinaire, où la vidéo est un outil qui va permettre un impact sur l'existence même de ceux qui la font.
Alors, bien sûr, l'autre revers, c'est la simplification. Est-ce qu'on a autant d'informations dans une vidéo d'1 minute que dans une pensée argumentée avec une vidéo de 25 minutes, 30 minutes? Est-ce que le fait de pouvoir scroller comme ça très vite et de passer d'un chat à la situation à Gaza, est-ce que finalement ça permet de bien comprendre, hein, dans tous ces contenus hétérogènes vont participer à une sorte de dépolitisation. Penser l'engagement, pour moi, je m'appuie en fait sur la pensée de Vincent Robert Joule, qui dit on n'est d'abord pas engagé par ses convictions, on est engagé par ses actes. Hein. L'engagement donc est renforcé quand il est libre, sans contrainte, sans contrepartie explicite. On ne doit pas être payé pour ça. Et il peut y avoir un coût. Plus il y a un coût fort, et plus on est engagé. Alors bien sûr, vous allez me dire, un clic n'est pas un engagement. On verra que peut-être c'est plus compliqué que ça. Alors voilà, je parle de signer une vidéo en ligne. Ça peut permettre finalement une progression. Parce que ce que je vois, moi, dans les enquêtes que je mène et que j'ai menées, c'est que l'engagement va être progressif et va permettre finalement une construction, va permettre la construction de l'identité. L'identité, on le voit à travers la manière dont les jeunes, mais pas que les jeunes, regardent les vidéos. Il y a une grande majorité, quasiment 75%, qui va regarder les commentaires. Et ces commentaires, ils permettent en fait de se mettre un peu à niveau. Hein. On n'est pas forcément dans l'expression, mais on se jauge, parce que le smartphone est quelque chose de très solitaire. Lorsque les parents regardaient la télévision, ou certains regardent encore la télévision, on est en famille, on peut discuter, il y a quelque chose qui permet de sortir une information, de la réentendre et de la tester. Et finalement, là, ces espaces de commentaires, même s'ils sont vraiment pas suffisants, permettent cela. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a à peu près 25-30% qui vont écrire des commentaires. Il y en a très peu qui en écrivent beaucoup. Hein. Mais lorsqu'ils en écrivent majoritairement à l'intérieur d'une conversation. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas juste poser leurs petits commentaires, ils viennent se confronter aux autres. Donc ça, c'est quand même un signe très, très intéressant. Et j'ai étudié, je suis allé vraiment dans le cœur des conversations. Il y a parfois, pas systématiquement, en fonction des chaînes, la manière dont elles sont structurées et dont elles encouragent finalement la participation, on peut observer des proto-délibérations. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une conversation avec 75-100 commentaires, il y a des personnes qui se positionnent comme un peu des négociateurs, il y en a qui proposent, il y a presque des décisions qui peuvent être prises. Donc c'est intéressant, c'est vraiment une manière en fait de tester, hein, de tester sa citoyenneté, de tester, et puis quand on prend un argument, on peut le prendre de l'autre. Souvent, on a pris d'ailleurs de ses amis, de ses parents des arguments. Hein. Il y a une sorte de loyauté familiale, politique, parce qu'on a été imprégné du discours de ses parents et on les recrache, on les retravaille. Et donc, ce travail-là sur les réseaux sociaux, il peut aussi se pratiquer. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'anonymat, par exemple, effectivement, il y a une petite minorité de personnes qui peuvent être suractifs. En fait, moi, j'ai catégorisé en trois typologies d'internautes. Il y a les impulsifs, ils sont moins de 20%. Alors, eux, ils surréagissent. Vous savez, quand il y a une vidéo, le truc, c'est d'être first, le premier à avoir posé
un commentaire. Donc c'est une sorte de petit jeu, mais voilà, ça les met en route, et puis ils vont surinvestir un petit peu ces espaces de discussion. Ensuite, et à l'inverse, il y a ceux qui se mettent en retrait, qui observent, ils sont plus lents. Et il y a en fait une majorité qui regarde, s'inscrit, transfère, partage les vidéos, on discute avec son entourage. Il y a quelque chose qui me semble majoritaire dans les vidéos et les chaînes que j'ai étudiées, bien sûr. Le problème, moi je me suis beaucoup intéressé à YouTube et ce qui est très différent effectivement sur TikTok. TikTok, en fait, la problématique, le gouvernement réfléchit à interdire, etc. Est-ce que l'interdiction sera quelque chose de facile à mettre en place? J'en doute. Ce qui serait très simple à mettre en place, c'est de ralentir, en fait. Ralentir après chaque visionnage, qu'il y ait un temps où on ne puisse plus passer à une vidéo. Et du coup, TikTok, on voit une vidéo, on serait obligé d'aller regarder des commentaires, de faire quelque chose en attendant. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment besoin de ralentir. Et vous rappelez qu'il est essentiel d'insister sur les différences et les inégalités importantes de participation et d'accès à l'information qui subsistent au sein de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu brièvement de ces variations que vous observez au sein même de la jeunesse dans le rapport à l'information? Clairement. Et alors, moi qui m'intéresse beaucoup à la lecture, qui compare avec le visionnage, il est clair que les populations qui ont des diplômes qui s'arrêtent au bac ne lisent plus du tout. Et les autres lisent moins. Donc, il y a un accès aussi qui me semble majeur, c'est dans les classes dites défavorisées ou populaires, on est très mobile first. Et le mobile, c'est des formats courts, c'est des réseaux d'échange, c'est Snapchat et tout ça. Mais on est moins face à son clavier, à pouvoir facilement écrire, répondre, chercher une information. Voilà, le smartphone, il est formidable, il peut tout faire, mais il est limité par ses possibilités. Et est-ce que justement dans les personnes qui mettent des commentaires sur YouTube, qui font cette forme de délibération, vous dites collective, est-ce que là aussi vous observiez des différences finalement de classe sociale chez ceux qui commentent en fait activement? Oui, alors il y a une différence énorme parce qu'il y a une majorité qui ne participe pas à cette écriture. Donc ça, l'environnement social, historique, socioculturel fait que la prise de parole est plus compliquée pour certains que pour d'autres. À la fois, ce que je vois, c'est que l'anonymat permet quand même certaines prises de parole, parfois un peu excessives. J'ai souvenir, je fais beaucoup d'entretiens donc de personnes qui sont dans des campagnes et tout ça et qui surréagissent justement. Moi, j'étais intéressé par ce petit pourcentage de personnes surréactives. Et voilà, il participait et il passait d'une conversation à une autre. C'est comme une sorte d'agitateur, quoi. Et c'était en fait un agitateur qui obligeait les autres à se positionner. C'était ça qui était intéressant. Et on le voyait très clairement dans les écrits. Il y a une sorte de... Voilà, il y a un individu qui apporte, qui remue, qui affirme beaucoup de choses. Et les autres essayent de trouver des arguments différents. Donc... Et sur tous ces médiums de participation, je me tourne vers vous, Kenza Okansé. Vous êtes vice-président du CESE en charge de la participation citoyenne et vous intervenez aujourd'hui comme coprésident de l'ONG À Voter. À Voter a été créé en 2021 avec pour objectif de lutter contre l'abstention électorale, surtout chez les jeunes. Le collectif se décrit comme apolitique et apartisan et se concentre sur la mobilisation citoyenne pour amplifier la participation électorale. Vous menez par exemple des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, où vous proposez des outils en ligne pour encourager à l'exercice du vote, notamment pour établir des procurations.
Du coup, votre ONG entend jouer un rôle dans ce travail d'information et de sensibilisation des jeunes à la participation électorale. Comment justement adaptez-vous vos pratiques aux évolutions qui ont été présentées précédemment ? Merci beaucoup. Alors, je vais juste faire un tout petit détour pour commencer. Mais c'est juste dommage que la ministre et le délégué interministériel à la jeunesse ne soient plus là, puisque la ministre a rappelé que c'était très agréable et important d'être au CESE, la Chambre de la participation citoyenne, et pour cet événement et pour reconnaître l'importance de la participation citoyenne, et juste dire que je suis personnellement toujours un peu surpris d'entendre une ministre dire ça, alors même que son propre gouvernement n'a toujours pas réagi à une convention citoyenne qui s'est déroulée ici même au CESE, et dont j'ai eu l'honneur d'être président, qui n'a même pas eu la joie d'avoir un communiqué de presse de la part du gouvernement suite à 6 mois de travaux très importants, et que donc la ministre a certes dit quelque chose, mais c'est toujours dommage de ne pas le faire suivre d'actes, mais bon. Merci du coup à l'INJEP, parce que la participation citoyenne, c'est en effet extrêmement important, et la participation citoyenne des jeunes encore plus. Et donc, en fait, avec À Voter, ce qu'on s'est dit, en fait, ça colle évidemment totalement avec tout ce qui vient d'être dit, de se dire qu'il faut s'adapter à ce qui est fait maintenant, aux nouveaux usages, et par rapport à la réalité et à ce qu'on connaît. Je pense que ce qui est aussi intéressant de se dire, c'est que ce que l'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas totalement nouveau, ça vient d'être dit. Mais en fait, quand on parle du mélange sur les réseaux sociaux, du divertissement et de l'information et des dangers que ça a, honnêtement, alors moi j'ai 30 ans, j'ai grandi en regardant le Grand Journal sur Canal+. Le mélange du divertissement et de l'information, c'était déjà là. Et honnêtement, avec Nulle part ailleurs, je crois que ça fait depuis les années 80 que c'est quand même une habitude qui existe aussi. Donc ça veut dire, moi je pense sincèrement, mais c'est ce qui a été dit, que ça s'empire avec les réseaux sociaux, évidemment, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Un peu comme les bulles de filtre qui existent. En effet, on est de plus en plus mis dans des bulles où on ne voit que des choses qui correspondent à ce qu'on apprécie, à ce qu'on pense. Mais pour autant, je pense aussi que c'est pas totalement nouveau. Je pense qu'il y a quelques décennies, un lecteur assidu du Figaro ne se disait pas « Tiens, tous les jours, je vais aussi aller acheter l'Humanité pour regarder ». Et quelqu'un qui regarde CNews et qui n'est pas jeune aujourd'hui, à mon avis, n'écoute pas la matinale de France Inter en se disant « Tiens, je vais faire ça ». En fait, on a toujours été quand même là-dedans. Là où les réseaux sociaux et les nouvelles méthodes, je pense, viennent changer les choses, c'est que ça les amplifie d'une manière parfois inquiétante, très clairement. Et du coup, avec À Voter, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire que oui, on devait avoir un rôle beaucoup plus direct sur ces questions-là d'information, tant d'information administrative. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, il vous reste 2 jours pour vous inscrire sur les listes électorales si jamais vous avez déménagé depuis les dernières élections. Mais ça, typiquement, il y a un enjeu d'information. Et nous, on est prêts, évidemment, à se dire qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, là où les jeunes se trouvent, là où ils vont chercher leurs informations. Et ça a été dit par les différentes études. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et on va dire que nous, on assume aussi le volet, en fait, mélanger pop culture, mélanger divertissement, information, pour essayer d'attraper l'attention. Par contre, ce qui est aussi très important pour nous, c'est pour justement être utile et efficace sur ce besoin de donner de l'information et d'accompagner, c'est aussi de garder du lien social. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a aussi des campagnes de mobilisation sur le terrain où en fait, on va aller faire du porte-à-porte, on va distribuer des tracts, on va aller dans des foyers de jeunes travailleurs, dans les universités, pour aller directement, très directement, toucher les jeunes, principalement, parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui souffrent le plus de mal inscription, notamment, et ça vient d'une manière assez logique, hein, c'est l'âge de la décohabitation. On sait qu'aujourd'hui, on est inscrit automatiquement sur les listes électorales de là où on vit chez ses parents, enfin en tout cas à 18 ans, si on est encore chez ses parents. Et en effet, quand on part pour des études, quand on va décohabiter, tous ces réflexes qui pourraient ne pas l'être, parce que ça pourrait aussi être fait automatiquement, il faut aller le porter, il faut aller accompagner. Et pour nous, ce qui est vraiment important dans cette période-là, et face justement à tout ce qui vient d'être dit, c'est de garder ce lien. Nous, au vu du nom, évidemment, notre association, on est concentré sur le vote. Mais le vote, c'est un acte social. Ça a été dit, les discussions, c'est un acte où on va débattre, où on va y aller à plusieurs, potentiellement, voter, où en fait, c'est grâce au débat, grâce à la discussion, qu'on va se sentir encore plus impliqué. Et donc, on veut garder ce lien social. Utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, évidemment, en ligne notamment, mais par contre, aller sur le terrain et vraiment aller expliquer l'importance, en fait, de pourquoi c'est important de s'inscrire, pourquoi c'est important d'aller voter, et tout ce que ça peut apporter. Parce qu'en fait, il faut aussi faire ce travail de pourquoi on fait ça, pourquoi aujourd'hui c'est important d'aller voter, alors qu'on sait que les générations les plus jeunes vont de moins en moins voter.
Justement, si on parle de participation électorale, les jeunes sont souvent pointés du doigt comme étant la catégorie d'âge la plus en retrait. À travers les activités que vous menez auprès d'LZE, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur pratique de vote, de leur implication? Est-ce que vous identifiez un désintérêt, une méconnaissance? Alors, pour commencer par la fin, une méconnaissance, oui, d'une certaine manière, sur, déjà je disais, tous les freins administratifs qui existent pour aller voter. Ça, et c'est vrai que le fait de devoir s'inscrire sur les listes électorales, on le voit, c'est pas quelque chose qui est parfaitement connu. Et même là où on fait, nous, en plus, tout un travail, c'est de se dire que, par exemple, un étudiant qui a déménagé à 400 km de chez lui, ben, en fait, même s'il sait qu'il faudrait s'inscrire sur une liste électorale pour aller voter, notamment sur les élections locales et ce qui nous attend dès le mois prochain, en fait, il va peut-être pas non plus avoir spécialement l'envie, la projection de se dire « je vais m'inscrire dans la ville où je fais mes études », plutôt je vais rester inscrit aussi dans la commune où j'ai grandi, où il y a mes parents. Et donc, il y a le volet information sur ce qu'il faut faire, mais aussi sur pourquoi c'est important et pourquoi, en fait, le fait d'aller voter, notamment pour les élections municipales, va avoir un impact sur sa vie d'étudiant, sur ses études et sur tout ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un double niveau là-dessus, sur lequel agir au niveau de la méconnaissance. Après, au niveau de l'implication, honnêtement, non. Je ne pense pas qu'il y a un manque d'implication. Il y a des différentes méthodes de participation. Le vote, pour les générations les plus jeunes, au final, fait partie d'une méthode parmi tant d'autres pour s'exprimer, pour participer. Ça n'a plus la symbolique de l'objet ultime de participation démocratique en France, où c'est par le vote qu'on s'exprime, c'est par le vote qu'on existe en tant que citoyen. Ça en fait partie, mais au même niveau que signer une pétition, que aller s'engager dans une association, que de faire une distribution alimentaire. Et donc, il y a tout ce travail-là, selon nous, qui est à faire, d'inclure et de mettre le vote dans justement un ensemble de méthodes de participation. Et donc pour nous, ça passe aussi par en fait, s'appuyer sur les réseaux associatifs qui existent partout, par des réseaux moins formels aussi, qui ne sont pas des associations reconnues, mais qui mènent des actions, et d'aller en fait là où les jeunes sont, et en fait capitaliser sur leur engagement qui existe déjà et qui est vraiment énorme. C'est quand même la catégorie, je crois, que pour la première fois, les jeunes ont dépassé les retraités en termes de part de la population qui est engagée dans des associations. Et je veux dire, c'est extrêmement bénéfique et c'est extrêmement rassurant de se dire qu'on va devoir certainement trouver d'autres manières d'inclure l'engagement des jeunes. Mais bien sûr, il faut que le vote soit toujours reconnu, facilité, et qu'on continue de travailler à ce sujet-là. Il existe des différences de participation fortes entre les jeunes et les autres tranches de la population, mais les variations qu'on observe sont souvent beaucoup plus fortes entre jeunes, entre celles et ceux diplômés, avantagés socialement et scolairement, qui se déplacent le plus le jour du vote, et les autres précaires, plus faiblement diplômés, plus éloignés finalement de ces pratiques-là. Comment tentez-vous de prendre en compte ces variations ? C'est compliqué, mais par contre, ça passe déjà par le fait de poser un principe, c'est qu'en effet, il n'y a pas une jeunesse en France qu'on pourrait décrire comme voilà comment les jeunes agissent, et donc voilà comment on peut agir auprès d'eux pour essayer de les toucher et d'améliorer notre action. C'est reconnaître ces différences-là, et en plus des différences qui existent même au sein d'un âge très précis, enfin, suivant qu'on ait 25 ans et qu'on soit étudiant, ou qu'on ait 25 ans et qu'on soit déjà marié, propriétaire d'une maison et avec 2 enfants, notre comportement électoral va aussi, ça va beaucoup influer. Et donc en fait, l'objet, ça va vraiment être de reconnaître tout cela et d'aller chercher, d'aller expliquer, d'aller informer sur, en fait, suivant les différentes situations, voilà pourquoi c'est important d'aller voter et d'agir. Ça fait vraiment partie de notre travail, parce que il y a eu différentes études qui ont été menées, ici y compris au CESE, et qui ont montré que sur, on va dire, 2 grands ressentiments qui existent de la part des plus jeunes générations envers le monde politique, il y a le plus classique, un peu le tous pourri, mais plus récemment s'est développé le volet tous impuissants. Le fait de se dire que même si on a envie d'aller participer, qu'on a envie de croire au fait que les personnes qui s'investissent en politique sont des personnes sincères, qui pensent vraiment vouloir et pouvoir appliquer quelque chose, on va se dire que, en fait, de toute façon, ils n'auront pas les moyens de faire quoi que ce soit. La crise écologique et le changement climatique en est certainement le meilleur exemple. Et donc, le but, et notamment au niveau local, mais après, là, il y a eu des dynamiques qui ont été lancées aussi aux dernières élections législatives anticipées, c'est d'aller vraiment expliquer, mais en fait, pourquoi c'est utile d'aller voter, vraiment quels sont les impacts, quels sont les changements qui peuvent exister suite à une élection municipale, les projets qui sont faits, donc vraiment ancrer dans le réel quelque chose qui, de plus en plus, semble quand même inutile en termes d'effets et d'action. On est quand même dans une période où
on sent que notre vote est de moins en moins reconnu, utile, qu'on a beau voter quelque chose et que ça ne change pas grand-chose dans le quotidien, voire même que ce n'est pas suivi du tout au niveau de la gouvernance, de l'exécutif et de ce qui est en train de se voter aussi au Parlement. On a plein d'exemples. On a 2024, les législatives, on a la loi Duplon qui est quand même, enfin voilà, un texte qui est voté dans un Parlement, alors qu'on peut dire quand même que d'un point de vue populaire, ça ne reflète pas ce que les citoyens attendent. Et donc, il y a vraiment ce besoin d'aller raconter que c'est utile et qu'en fait que ça sert à quelque chose, et on inscrit vraiment notre action là-dedans. Céline Bory, vous êtes journaliste, militante, et vous représentez ce matin le collectif La Friche. Ce collectif est un groupe de journalistes, artistes, documentaristes et photographes qui réalisent des activités d'éducation aux médias et à l'information avec une approche ancrée dans l'éducation populaire, la création et l'émancipation critique. L'objectif n'est pas seulement d'enseigner des techniques, mais de favoriser auprès des jeunes, et plus particulièrement celles et ceux résidant en milieu populaire, l'expression et la co-construction de savoir autour des médias et de l'information. Quelle est votre définition justement de l'éducation aux médias et en quoi se distingue-t-elle de l'approche institutionnelle classique? Est-ce que vous avez des exemples d'activités que vous menez auprès du jeune public? Bonjour à tous d'abord, et puis merci pour cette invitation. Oui, alors moi je parle en tant que journaliste indépendante et membre du collectif La Friche parce que depuis 4 ans je travaille beaucoup, au-delà de mon travail de journaliste, sur des résidences de journalistes et sous le prisme de l'éducation populaire. La définition pour moi de ce qu'on appelle l'éducation aux médias et pourquoi elle est un peu différente de ce qu'on entend par là habituellement, c'est qu'on est bien évidemment là pour donner des clés et des grilles de lecture et d'analyse à nos publics. Il faut savoir que je travaille avec le collectif sur des publics très différents, beaucoup de jeunes, ça peut être du public scolaire, mais on travaille aussi avec des seniors parfois, avec des publics allophones, on travaille aussi en milieu carcéral, et beaucoup de notre public, ça reste quand même des jeunes. J'en ai d'ailleurs ramené ici. Je suis venue avec le collectif GAV Média, qui veut dire Génération ambitieuse et vaillante. Donc j'ai 5 membres de l'équipe qui sont là et qui viennent de Corbeil-Essonnes, de différents quartiers de Corbeil. On peut les applaudir. Et en fait, on parle souvent d'éducation aux médias avec, c'est quoi l'intox, la désinformation, les fake news, comment on mène une guerre contre le complotisme, etc. etc. Mais ça a été dit par ailleurs avant moi, ils ne sont pas aussi naïfs que ça, nos jeunes, je vous rassure. Ils avalent beaucoup moins d'intox qu'on pourrait le croire. Alors oui, effectivement, on peut se dire, ils lisent moins. La presse écrite, c'est pas trop ça. Ils ont d'autres moyens de communiquer entre eux, mais ils ne sont pas forcément moins bien. C'est juste différent. C'est une approche culturelle qui est différente, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une culture à part entière. Et dans notre approche à nous, c'est quand c'est possible, parce que tout ça, ça demande des moyens. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est dommage que la ministre qui était là ce matin soit partie. C'est qu'on ne peut pas faire quelque chose sur le temps court. Beaucoup dans les établissements scolaires, on nous dit oui, ils ont 2 heures d'éducation aux médias sur leur cycle et on fait un one-shot. Capter les jeunes, d'ailleurs même les moins jeunes, on les voit, à 8h30 du matin, en leur disant pendant 2 heures, oui, il ne faut pas regarder ça, ce site-là, comment on s'informe, comment on croise ses sources. À la fin de la journée, ils ne savent plus qui on est. Alors oui, on peut se targuer de dire oui, on a couvert je ne sais combien de centaines de milliers de jeunes et on a fait de l'éducation aux médias dans je ne sais combien d'établissements. Mais en vérité, les résultats, on peut en débattre. Ce qui marche, c'est le temps long. Si on veut faire de l'éducation aux médias, c'est comment on donne des clés, des grilles d'analyse, et aussi, nous, dans notre approche d'éducation populaire, c'est comment on leur donne la parole. C'est comment, non seulement on leur apprend à intégrer de l'information, mais comment on leur apprend aussi à construire une information. Je ne suis pas là, moi, pour leur dire ils devraient parler à ma place, ce serait bien que ce soit eux qui soient assis ici. Je ne suis pas seulement là pour leur dire il faut regarder ceci, il ne faut pas regarder cela. On leur explique bien sûr ce qu'il y a une ligne éditoriale et ce qu'il y a un angle. C'est aussi faire de la politique, parce que quand on parle de ligne éditoriale, il faut bien leur expliquer que Le Figaro, l'Humanité, puisque vous en parliez tout à l'heure, ce n'est pas la même ligne éditoriale, que CNews, c'est quelque chose, que le Média TV, c'est autre chose. C'est juste qu'ils aient ces grilles de lecture de savoir à qui appartiennent ces médias, et du coup, ils en font ce qu'ils veulent. Je leur dis pas, mais quand ils répondent à un journaliste, ils doivent savoir que c'est un journaliste de frontière. Et ce que ça dit, et quels sont les enjeux par rapport à ça. Et ils sont très conscients de tout ça. La seule chose, c'est qu'évidemment,
je vous rejoins tout à l'heure, vous disiez que sociologiquement, on ne part pas tous de la même base. Et que quand on a des parents qui s'informent ou qui lisent ou qui sont abonnés à tel ou tel magazine, ça facilite. Mais nous aussi, même si les parents, parce que culturellement, sociologiquement, c'est autre chose, ne peuvent pas leur donner accès à ça, moi, quand je leur ouvre la porte, ils sont hyper attentifs à tout ça. Et ils le comprennent et ils l'entendent. Et ils sont après capables de produire quelque chose. Et donc, quand je dis nous, on fait de l'éducation aux médias de manière un peu différente, il y a 1 an, j'ai fait beaucoup de résidence journaliste, mais j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur. Quand on a décidé de créer un média participatif, puisque c'est ça, à Corbeil, où je travaillais déjà depuis 3 ans, qui est une ville que je connais bien, il a fallu aller les chercher, ces jeunes. Je ne suis pas partie au collège les chercher, je ne suis pas partie les chercher au lycée, parce qu'on est sur une tranche de 15 à 25 ans. Ça s'est fait petit à petit. 1, puis 2, puis 3, puis tu ramènes une copine, puis tu ramènes un copain. Et aujourd'hui, je suis très contente de dire qu'on est une quinzaine de jeunes de Corbeil entre 16 et 25 ans qui viennent de tous les quartiers de la ville, ce qui est une chose pas facile. Hein, parce que si vous connaissez un peu la ville de Corbeil, on est sur un territoire où il y a beaucoup de conflits interquartiers et beaucoup de rixes. Donc réunir des jeunes de tous les quartiers sur un même média participatif et qui s'en emparent et qui travaillent ensemble, déjà ça, c'est un défi en soi. Et en fait, en 1 an, ils ont créé et constitué ce média. On dit donc, vous pouvez le dire mieux que moi, mais ils disent souvent que c'est un média créé par et pour les jeunes. Et ils ont fait des choses dans et en dehors de Corbeil. Moi, en fait, je suis juste là pour les accompagner. Donc, il y a un petit volet écriture qu'on va travailler. On travaille surtout sur la vidéo. Ils font des reportages, ils font des podcasts, ils font de la radio. Et ça permet aussi de leur apprendre, de les aider en tout cas à prendre la parole et de se réapproprier leur propre récit médiatique. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. On est dans un très bel endroit. Moi, personnellement, c'est la première fois que je viens au CESE. Donc, je les ai conviés pour ceux qui pouvaient venir. On est quand même dans l'Institut national de l'éducation et de la jeunesse populaire, mais on est entre nous. Hein. Ils sont où les jeunes? Ils devraient être là aussi. C'est à eux qu'il faut donner la parole. C'est pas à nous. On parle encore une fois à leur place. Et c'est justement, en fait, excusez-moi, mais on fait tout le contraire de ce qu'on a dit dans notre média. Puisque l'idée, c'est de reprendre la parole et de parler de nous. Eux, en tout cas. Et justement, dans l'espace médiatique, reprendre aussi le récit sur son territoire, sur ses vies. Qu'est-ce que vous reprochez le plus souvent au traitement médiatique dominant de certains territoires ou de populations et quels effets ces traitements médiatiques ont-ils sur le rapport qu'entretiennent les jeunes de ces territoires à la sphère publique? La manière dont on les présente finalement, dont on parle de leur vie. Encore une fois, j'aurais préféré que ce soit eux qui le disent, mais peut-être qu'après on leur donnera la parole. C'est facile pour un journaliste, il ne faut pas s'étonner, moi je les comprends, et pourtant c'est mon métier, mais quand tu arrives avec une caméra dans un tel ou tel quartier, parce qu'il s'est passé quelque chose d'un peu... c'est généralement des choses assez violentes, hein, faits divers, et que tu viens juste pour ça et que tu repars, que tu forcément vas biaiser parfois le propos, parce que sur les 5 minutes d'interview, tu vas retenir la phrase qui va faire buzzer, évidemment, quand tu reviens la fois d'après, tu n'es pas forcément hyper bien accueilli. Tout à l'heure, on parlait du traitement des violences policières. Ça peut être ça peut être les risques. En tout cas, c'est jamais, souvent, quand certains journalistes passent le périph', c'est pour montrer des choses qui ne sont pas super fun. Et en fait, c'est normal aussi qu'à un moment, il y ait cette défiance quand ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont à dire est déformé. Donc en fait, quand on fait de l'éducation aux médias, c'est sur le temps long. La confiance, ça se gagne. On ne l'a pas... moi, même personnellement avec eux, la première fois qu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas forcément confiance en moi. Ils se disaient, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Et finalement, on crée du lien. Moi, je suis juste là pour leur tendre la parole. Aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole. Mais quand on fait des choses, que ce soit des reportages, quand on fait des radios, je ne prends pas le micro. C'est eux qui parlent. Parce que leur récit il a de la valeur. Et je vous assure qu'en plus, en 1 an... ils ont beaucoup de choses à dire et ils prennent très très bien la parole. Ils pourraient être ici et souvent on se dit ouais, on ne va pas leur laisser la place, on ne va pas leur laisser la parole, ils ne vont pas savoir s'exprimer. Mais on a fait des choses dans Corbeil, c'est-à-dire que politiquement, quand ils vont faire un reportage sur un jeune lycéen de la ville d'à côté qui vient de prendre une OQTF, qui a une manifestation devant la préfecture pour qu'il puisse être régularisé, ça dit quelque chose aussi sur leur implication sur ce genre de projet. Quand en même temps on va les emmener à Paris, à France Culture, parce il y a Léna qui est là-bas, qui a aussi participé à une émission l'année dernière
à France Culture sur justement l'éducation aux médias, ça prouve qu'ils sont aussi capables de parler devant un auditorium de 500 personnes. Quand je les emmène à la fête de l'humanité qui maintenant se trouve dans le 91, donc à 10 minutes de Corbeil, mais que c'est des endroits où ils n'ont jamais été parce que sociologiquement, les jeunes qui représentent, les jeunes issus des quartiers populaires, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas forcément invités. Pourtant, on peut dire que politiquement, la fête de l'humanité, ça se tiendrait. Bah, finalement, c'est comment on les emmène avec une carte de presse et avec leurs accréditations dans ce genre d'endroit. Ça ne fonctionne plus. Pardon. Et comment eux aussi, ils prennent la parole et ils prennent la parole et ils s'expriment dans des conférences, dans des lieux très politisés finalement. Et comment ils deviennent légitimes. Et c'est aussi comment on interroge sur le fait que dans ces endroits, ils ne soient pas suffisamment représentés. Encore une fois, l'idée, c'est qu'ils sont en capacité de s'exprimer eux-mêmes sur ce qu'ils pensent et se réapproprier le récit, c'est aussi s'assurer de l'angle de l'information qu'ils vont donner. Justement, on va passer à vos interventions, vos questions dans la salle. On a à peu près 5-10 minutes, quelques petites questions, si les jeunes veulent parler. Si vous, dans la salle, vous voulez poser une question, vous pouvez lever la main. On a un micro qui va circuler. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'avoir organisé ce genre de cérémonie, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, je ne sais pas si j'ai le syndrome de l'imposteur, mais je ne me suis jamais dit qu'un jour je m'assierais dans une salle pareille et pouvoir prendre la parole. Mais du coup, j'aimerais débattre un peu de tout parce que tout était intéressant. Moi, pour ma part, je m'appelle Lamine Djibater et je suis président d'une association qui s'appelle Jeunes de Demain. Et du coup, j'ai ouvert cette association quand j'avais 19 ans parce que en fait, je voulais montrer nos histoires. Je voulais montrer nos histoires et c'est pour ça que nous, on fait des courts-métrages. Et du coup, je prendrai votre contact. Et non, franchement, on a des histoires impactantes et inspirantes. Et le fait que quand on voit des médias venir dans notre quartier, c'est seulement pour parler de, comme tu as dit tout à l'heure, soit les rixes, soit les bavures policières, soit les embrouilles entre quartiers. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'envie de montrer autre chose, en fait. Aujourd'hui, je travaille avec des jeunes, en fait, qui sont hyper talentueux, en fait, mais en fait, qui ne sont pas aussi valorisés que le mec qui va faire du rap, par exemple. Or que, en fait, ils sont une minorité, en fait, à foutre la merde. Mais pourtant, c'est eux qui sont plus visibles. Et du coup, ça, je trouve que c'est une très grosse problématique. Et ensuite, après, je voulais, vu qu'on parle du vote, là, pour l'instant, moi, pour ma part, j'arrive pas à m'engager personnellement dans la sphère politique parce qu'on a souvent été déçus, mais en même temps, on a une problématique dans nos quartiers qui est de dénigrer tout ce qui est politique. En fait, aujourd'hui, une personne qui va être, on va dire, à la mairie ou quoi que ce soit, en fait, c'est un vendu limite. C'est parce que tellement on a été déçus par tout ce qui a été promis et qui n'a pas été fait, en fait, on ne peut pas voir ça comme si, en gros, il y aurait justice. Et la justice est une chose importante pour nous, les jeunes de quartier. Parce que souvent, même quand on parle de rixes ou autre chose, en fait, c'est dû à une injustice, en fait. Une personne qui va se faire frapper en fait, dans la rue, il ne pourrait pas partir voir la police parce que la police, en fait, elle n'a aucun intérêt à travailler avec toi, soit par racisme ou soit par vous êtes des jeunes de banlieue. J'ai connu des mamans qui sont pas parties plainte, ils sont partis porter plainte et ils ont dit vos histoires de tartarer mon conseil, on s'en fout en fait parce que c'est toujours la même chose. Et en fait, elle n'a pas pu déposer sa plainte et son fils s'est fait frapper devant elle en fait. En fait, il y a plusieurs. Bon, si je devrais parler, je pourrais parler encore 2 heures, mais non, il y a beaucoup de choses à aborder et il y a beaucoup de choses aussi à comment dire ça. Mais oui, par rapport à la politique, en fait, on se sent pas concerné. En fait, on se sent pas concerné parce que des fois, il y a des problématiques. En gros, vous allez me parler du climat. Le climat, c'est une chose importante, mais tellement il y a d'autres problèmes, je ne vais pas me mettre en tête le climat, en fait. Vous allez me parler du climat, oui, mais est-ce que lui, il mange à la maison, en fait? Et à partir de ce moment-là, en fait, là, on peut vraiment se poser la question de pourquoi je vais parler de politique alors que j'ai rien dans mon frigo, en fait. Et je pense que c'est ça l'essentiel, le plus important, en fait, à ce moment-là. Du coup, dû à toutes nos problématiques qui sont en interne et à l'intérieur du quartier, nous projeter à l'extérieur, par exemple, quand on parle de manifestation, en fait, déjà, avant d'aller en manifestation, je me fais déjà sticker par les keufs de chez moi, en fait. Et en fait, juste à partir de ce moment-là, si moi je vais là-bas, vous imaginez ce qu'ils vont me faire? Il y a toutes ces questions-là, en fait, qui se posent. Et non, franchement, merci de prendre la parole. Et
c'est bien si on en débat en tout cas. Merci pour votre intervention. Laurent Chomel, je crois que vous vouliez réagir. Oui, oui, c'est super, merci. Voilà, on voit qu'il y a ce témoignage, en fait, illustre parfaitement un phénomène que le numérique a favorisé, c'est l'engagement subpolitique. C'est-à-dire qu'on n'est plus engagé par des institutions, par des partis, par des syndicats, mais par des actions concrètes. On va monter son association, on va débrancher un distributeur, on va arrêter de manger de la viande, on va boycotter certains produits. C'est des choses très concrètes en fait qui sont inscrites sur des valeurs individuelles très fortes. Et ça, c'est vraiment voilà, c'est un espoir. Et c'est vrai que le numérique a quand même favoriser un petit peu ça, dans la mesure où, on l'a vu avec les Gilets jaunes, où il y avait des anonymes qui prenaient tout d'un coup la parole et qui devenaient emblématiques. Voilà, ils sortaient de nulle part, mais en fait, il y avait une correspondance avec énormément de personnes et que du coup, ils focalisaient une attention très forte. On l'a vu avec Naël, où il y avait une injustice qui venait contredire un discours politique de la police. Et tout d'un coup, voilà, il y a une réaction en chaîne absolument forte. Donc voilà, les actions en dessous de la politique. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Malheureusement, on est un peu pressé par le temps. Ouais. Bonjour. Bravo déjà pour cette rencontre avec l'INJEP et pour du coup l'événement ici. Je m'appelle Shaima Kinouche, je suis élève de seconde et je pense à son importance du coup dans des rencontres comme celle-ci. C'est la première fois que je viens du coup au CESE. C'est un endroit que je ne connaissais pas et je trouve qu'il est important aussi de parler que sur toutes les tables, vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé des réseaux sociaux, l'impact et tout. C'est bien beau, hein. Mais où sont les jeunes? Comme elle a dit, où sont les jeunes? Quand je regarde la pièce ici, je vois à mes yeux des adultes, des jeunes adultes, mais il n'y a pas les jeunes. C'est bien beau de parler de nous, oui, dire que les réseaux sociaux, ça a un impact, que le climat aussi a un impact. Mais en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'on soit présent dans ce genre d'endroit. Parce que, par exemple, le CESE, je ne connaissais pas. Et ça, c'est hyper important, surtout dans le monde actuel, parce que sans des endroits comme où on est et sans ce savoir, en fait, on va juste avancer tout droit sans rien. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que si on ne sait pas ce genre d'endroit, malheureusement, on ne va jamais prendre la parole. Quand vous avez parlé de l'abstention du vote pour les jeunes, c'est très important. Mais en fait, ça vient d'un problème où on n'est, entre guillemets, pas assez politisé. Parce qu'en fait, par exemple, dans les quartiers, comme il a dit, si j'ai pas à manger dans mon frigo, en fait, je vais pas m'intéresser à ça. Et ça, les problèmes, il faut d'abord s'intéresser à la source, avec ceux qui sont à la source, pouvoir parler. Parce que ramener des sociologues et tout qui peut-être ne connaissent pas les situations de ces personnes, qui n'ont pas vécu pareil, ça va pas avoir le même impact plus tard que si c'est quelqu'un, par exemple, d'un quartier d'un jeune. Moi, par exemple, je ne pense pas que cette table, par exemple, quelqu'un aurait pensé, en préparant l'événement, à ramener des jeunes adolescents. Enfin, ce serait impensable même des jeunes adultes, parce que quand on voit que c'est des personnes qui ont la quarantaine, la trentaine, ça, avoir la trentaine, c'est jeune, mais c'est pas avoir 16 ans, 15 ans et être en face de ces problématiques-là. Vous voulez conclure? Merci Shaima. Juste aussi, on parlait de la politique et c'est vrai que quand on fait de l'éducation aux médias, c'est aussi leur dire c'est quoi la différence entre la gauche et la droite, leur expliquer c'est quoi les différents courants politiques, après ils en font ce qu'ils veulent. Mais il y a aussi une question de moyens dans tout ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu les festivals, etc. Mais il y a aussi, on le sait, les subventions aux associations, elles n'ont pas le vent en poupe. Et pour faire tourner un média comme ça, faut faire avec des bouts de ficelle. Parce qu'il faut y aller le mercredi et le vendredi, il faut monter les reportages, c'est du travail. Ça se fait sur le temps long. Et du coup, tout ça aussi, c'est comment on dit oui, il faut donner la parole aux jeunes, il faut les éduquer, entre guillemets, faire de l'éducation populaire, etc. On est dans un super endroit, mais nous, il faut voir où on se retrouve avec eux. Il faut voir comment on va acheter une bouteille de soda, etc. Il faut voir aussi, on n'a pas ces moyens-là. Et pourtant, ce qu'on fait quotidiennement sur le terrain, ce que Lamine il fait aussi, il fait partie de GAV Média, mais il fait aussi un énorme travail avec son association au Tarteret, ça demande du temps.
Ça demande du temps et ça demande aussi des moyens. Et en fait, on est toujours en train de faire avec des bouts de ficelle. Et en fait, nos jeunes, nos enfants, parce que j'ai aussi des enfants, je suis maman, ils ont le droit aux mêmes moyens que les autres. On nous dit souvent, oui, dans les quartiers populaires, il y a les dispositifs REP, il y a plus d'argent, etc., dans les établissements scolaires. Mais au final, qu'est-ce qu'on leur propose en alternative quand ils sortent de l'école? Parmi tous les jeunes qu'on a, vous en avez ici qui sont au lycée. Vous avez Binta et Léna qui sont à l'université. Et puis vous en avez, il y en a qui travaillent. Et puis vous en avez aussi qui ont été lâchés par le système scolaire. Parce qu'on ne parle pas assez, il y a aussi la déscolarisation. À mon époque, quand on ratait son bac, on redoublait, on pouvait repasser son bac l'année d'après. Nous, on en a une qui est ici, elle a raté son bac et pourtant elle est archi brillante. Et là, elle se retrouve elle est avec nous parce qu'elle n'a pas d'école. Et elle se retrouve à rien faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes qui, à 18, 19, 20 ans ou même avant, se retrouvent déscolarisés dans ces quartiers-là? Et ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on mise tout sur la sécurité, mais faire de l'éducation populaire, c'est aussi prendre le temps de comprendre ce que ça induit, en fait. Et donc, pour ça, il faut des moyens. Donc, c'est bien beau de venir, de faire des beaux discours, ministre, jeunesse, éducation populaire, etc. Mais il faut aussi mettre les moyens dans ces endroits-là. Merci beaucoup. Et allez suivre GAV Média. C'est sur Instagram, ils ont un compte, vous pourrez voir leur production. Ils font des trucs super sympas. Donc, GAV, comme une GAV. Sauf que c'était pour une génération ambitieuse et vaillante. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous, toutes.